Je vous présente nos intervenants très brièvement, hein. Donc, par ordre de taille, on va dire. C'est une blague qui vous suit depuis des années. Hein. Voilà. Donc, David Tuchban, président de Identicar. Christophe Michaeli, directeur automobile BNP Paribas CTLM. C'est comme ça qu'on dit ? Marché français ? Marché français. Philippe Buros, marché français, directeur du commerce de Renault. Donc, peut-être que chacun d'entre vous a un commentaire à faire. On va commencer par Philippe sur ce qui a été présenté. Est-ce qu'il y a des découvertes ? Est-ce que toutes ces données interrogent des pratiques que vous avez l'habitude d'avoir ? Je pense qu'on fait tous à peu près ces études. Après, le problème, c'est la corrélation entre tous les éléments, parce que chaque élément pris isolément, il est validé. Après, le problème, c'est quand on les regarde tous, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion et surtout, qu'est-ce qu'on en tire comme action. Parce que comme l'a dit tout à l'heure David, si on part du principe que, je vais faire rapide, mais que c'est dans le sud qu'il y a le plus de vieux, mais que les vieux sont plus fidèles, mais les sudistes le sont moins, une fois que vous avez sorti ça, vous grattez la tête et vous dites merde, qu'est-ce que je fais ? Je fais quelque chose ou je fais rien ? Bon, à un moment donné, il y a des tests de cohérence. Il faut, je pense aussi que la fidélité, on n'est pas quand même aux États-Unis, hein, on est quand même en France. Donc à un moment donné, quand un constructeur fait un programme de fidélité, il le fait pour tout un territoire. Aujourd'hui, on n'en est pas à avoir des programmes de fidélité différenciés par département. Enfin, nous, on n'y est pas. Voilà. On n'y est pas. Aux États-Unis, c'est plus facile parce qu'il y a plus de données découpées dans tous les sens. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on en tire des lois générales et puis on y va. Christophe. Moi, je trouve que c'est des données qui sont intéressantes. Enfin, c'est un sujet sur lequel on travaille, nous, depuis longtemps avec Eric, depuis quelques mois. Ça donne un regard qui est un petit peu différent. Il y a quelques biais, évidemment. Alors, Philippe en soulignait quelques-uns. Il y en a d'autres. Je pense qu'au-delà de ça, ça montre que la data a de beaux jours devant elle et qu'on a des champs de possibles qui sont en train de s'ouvrir qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. En tout cas, nous, financeurs, on est à fond sur le sujet et on croit énormément dans la valeur de tout ça. Après, ce qu'on en tire, les analyses qu'on peut faire, les comportements des clients, je pense que ça peut déboucher quand même très concrètement sur des actions en identifiant des cibles qui sont potentiellement plus fragiles en matière de fidélisation, ou au contraire des cibles qui peuvent être à conquérir. David ? Ouais, on parle de cibles et moi je crois que quand on parle des SUV et on se demande s'ils sont plus fidélisants, je partage assez votre analyse. Il me semble qu'on a là quelque chose qui se passe à un instant T parce qu'il y a une actualité produit. Ça peut avoir un intérêt de regarder le temps court et de prendre des actions justement pour exploiter ces données et être prêt sur le temps court. On peut aussi prendre un peu de recul avec ces données-là et bien préparer ce qui se passe sur les générations futures. Moi, ce que j'ai préféré dans votre présentation, c'est l'inversion du regard entre les vieux qui sont plus fidèles et puis le changement de point de vue. En fait, c'est les jeunes de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Et donc, là, on peut commencer à préparer une stratégie, à penser un peu le temps long, en regardant comment ils se comportent. Et ça, je trouve que cette préparation du temps long, c'est probablement ce qu'il y a de plus pertinent à faire avec ces données. Eric, si tu veux. Je souscris complètement. On n'est pas allé au bout du bout. D'abord, il a fallu domestiquer la base SIV. Son avantage, c'est l'exhaustivité. Les constructeurs, effectivement, ont des enquêtes qui leur permettent d'avoir des visions. Ils ne nous ont pas attendus, bien évidemment, pour mesurer conquête et fidélité. Il faut aller plus loin dans la compréhension du paradoxe là, qui a été relevé, de la localisation, de l'âge, pour mettre en place des actions. Et donc là, dont acte. On reviendra l'année prochaine et on sera allé un peu plus loin, même avant. En revanche, comme le dit Christophe, là aujourd'hui, plus rien n'est impossible. Moi, je ne suis pas un ayatollah de la data, du big data, et je trouve que bien souvent, ça va trop vite et qu'on oublie le b.a.-ba pour se concentrer sur des techniques, des technos, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, mettre des programmes de fidélité ou des actions, quelles qu'elles soient, géolocalisées, ça n'a plus rien de futuriste. Je suis d'accord.
Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas à des analyses par département et par région. Je crois que le vrai enjeu, d'ailleurs, c'est lui qui est le mieux placé. À aujourd'hui, dans tous les établissements financiers, vous avez un scoring qui vous permet de savoir à la fin du mois, vous avez fait 10 000 clients, vous savez exactement comment va se distribuer votre coût du risque. Vous savez à la fin du mois, les 10 000 clients que vous avez fait, combien ils vont vous coûter en coût du risque parce que vous avez un score de risque. Demain, vous aurez un score prédictif comportemental sur les clients et vous saurez que une femme qui vous a acheté un SUV il y a 2 ans, ben, elle a 80% de chances d'être fidèle et de changer le mois prochain, alors que l'homme qui a acheté le même mois, ben, il sera peut-être plus fidèle et il changera, lui, dans 1 an. Et tout ça, le vrai enjeu, c'est aujourd'hui, y compris avec la voiture collectée, on va avoir 10 fois plus de données qu'on en avait hier. Le problème, c'est que d'abord, tout le monde va les avoir. Et après, ça va être votre capacité à les traiter mieux, plus vite, et d'adresser un marketing qui soit plus ce qu'on appelle, nous, le marketing B52, c'est-à-dire, je prends 3 millions de mailings, j'en mets dans toutes les boîtes aux lettres, sur un malentendu, je touche 1000 clients. Demain, ça va être de taper un petit peu plus finement, et quand on va taper plus finement, on va pouvoir faire des offres marketing différenciées. Frappe chirurgicale. Alors, on va vous poser une question un peu générale, très, très grossière, on va se rééloigner de toute l'information qu'on a eue. Est-ce que, d'un point de vue général, les gens sont d'abord fidèles ou pas? Moi, j'ai lu un article d'une étude américaine qui disait que les clients, ils sont fidèles parce qu'ils sont paresseux. Alors, je ne sais pas si on peut tirer une conclusion avec les femmes et les hommes et la différence. Ils sont plus fidèles. Donc, est-ce que ça, c'est vrai? Et Florence est modeste, les papiers qu'elle lit, c'est le MIT. Hein. Voilà, elle dit ça le week-end. Et donc, ça, c'est une question. Quel est votre avis sur cette question? Ce qui signifie que s'ils ne sont pas fidèles, c'est qu'ils sont obligés de ne pas l'être. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ça vous... Je crois que c'est pas aussi simple que ça de mesurer la fidélité dans l'acte de rachat d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion. Si vous achetez un véhicule tous les 5 ou 6 ans, au milieu des 5 ou 6 ans, il s'est quand même passé quelque chose. Alors, je ne parle pas de la sortie financière, il va en parler mieux que moi, mais le client, après, vous le voyez au moins une fois par an dans vos ateliers, et c'est là que vous avez la vraie plus-value de votre parcours client, bien entendu, mais aussi de votre réseau. Si vous avez un vrai réseau et que le réseau il est là quand le client en a besoin, parce que le réseau est toujours là quand il faut vendre une voiture, ça j'allais dire, c'est presque le plus facile. Par contre, après, il faut que pendant 5-6 ans, ça se passe bien. Et c'est de là que vous tirez aussi votre fidélité à la fin, parce que de temps en temps, les voitures se ressemblent quand même un petit peu d'un constructeur à un autre. Par contre, quand on est en panne au fin fond du Massif central et qu'on habite là, on aime bien avoir un garage Renault, un garage Citroën, un garage Peugeot à côté. Et quand vous avez certaines marques un petit peu plus exotiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, quelque part, on a aussi la fidélité qu'on mérite. Moi, je ferai le lien avec la satisfaction. Je pense qu'un client qui est fidèle, c'est d'abord un client qui est satisfait. Et ça rejoint exactement ce que disait Philippe, c'est-à-dire que la vente, ce n'est que le début, c'est le commencement, que ce soit d'ailleurs en matière de financement ou en matière de vente, c'est exactement la même chose. C'est dans la durée de vie de l'expérience du client, est-ce qu'on va répondre à ses attentes? Je suis personnellement convaincu qu'un client satisfait est un client qui génère plus de valeur, ça c'est évident, et donc du coup il sera forcément plus fidèle. On le voit dans les cycles produits, parce que toutes les marques n'ont pas les mêmes fortunes en matière de cycle produit, et néanmoins il y a quand même des clients qui renouvellent dans leur marque avec des modèles qui ne sont pas forcément up-to-date. Je pense qu'une des raisons, c'est leur niveau de satisfaction global avec le modèle, mais aussi avec la prestation du distributeur. David. Ouais, moi, je confirme à 100% ce qui vient d'être dit sur le double miracle de la fidélité. Il faut le bon modèle au moment du renouvellement. Et effectivement, 5 ans après, tu ne cherches pas forcément la même chose. Mais il faut aussi qu'à ce moment-là, ton concessionnaire t'ait pas rendu dingue la dernière fois que tu es allé le voir et qu'il ait fait le super boulot qui te donne envie de retourner chez lui. Il y a des super distributeurs qui ont tenu des clients pendant des périodes de disette en termes de produits parce que la relation a été installée. À l'inverse, on peut perdre un client alors qu'on a le bon modèle parce que le distributeur n'a pas fait le boulot. Donc il faut bien ces deux composantes. Et si je devais terminer sur peut-être une dernière définition, on a parlé de la fidélité, de la conquête tout à l'heure. Nous, chez Identicar, on a un terme, je ne sais pas si on l'a inventé, je ne sais pas si on l'utilise à tort ou à raison, mais on dit fidélisation. On dit fidélisation à l'après-vente
de la marque et donc du distributeur. Et la question aussi, passé la 2e et la 3e année, est de savoir où la voiture est entretenue. Parce que pour faire ce bon boulot, il faut encore que le client, justement, il reste chez ce distributeur pour l'entretien, pour les réparations. Et pour que ce double miracle se produise, il faut que le marketing ait fait son boulot, qui est le bon modèle, et il faut que le client soit chez le distributeur, bien dans sa relation, satisfait, et qu'il retourne chez celui-là pour remplacer sa voiture. Florence, pardon, on connaît bien Renault, on connaît bien cet élève, on connaît un peu moins Identicar. Vous ne nous avez pas dit en quelques mots ce que vous faites, parce que je pense que vous avez des choses à dire sur la gestion d'une fidélisation. Alors, c'était une des questions qu'on avait. Hein, donc, je passe à ma question 12. Non, c'est pas vrai. Identicar, en fait, on vous connaît, hein, je pense, par le gravage. Nous, on vous a invité parce que vous avez créé un club Identicar qui a pour objet de fidéliser, justement. Et donc, peut-être que vous pouvez en effet nous expliquer quel constat vous avez fait qui a conduit à la création de ce club et qu'est-ce que vous vendez dans ce club. Voilà, effectivement, Identicar fait bien autre chose que du gravage aujourd'hui. Je vais essayer d'être court, mais de répondre quand même à votre question. En fait, le constat qu'on fait, nous, c'est que quelle que soit la qualité du boulot que font les distributeurs, ils voient les clients au mieux une fois par an. Et certains ont essayé de mettre des cartes de fidélité dans les mains des clients. Mais le problème, c'est que quand on s'appelle pas Sephora et la Fnac et qu'on ne les voit pas tous les samedis, les clients, c'est très très difficile de fidéliser efficacement un client qu'on voit au mieux une fois par an. Certaines périodes d'entretien sont montées à 2 ans et pour des petits rouleurs, il n'y a pas le kilométrage qui vient raccourcir ce délai. Et donc, on voit le client peu souvent. Donc, toute la question qu'on s'est posée, à laquelle on a essayé de répondre avec le club Identicar, c'est de rentrer dans le quotidien de nos membres aujourd'hui, qui ne sont plus des clients mais des membres d'un club, de rentrer dans leur quotidien et de leur rendre service tous les jours lorsqu'ils utilisent leur voiture. Donc le club Identicar, en 3 mots, c'est toujours l'identification de la voiture. On y a rajouté au fil de l'eau des prestations d'assurance complémentaire, on appelle ça la complémentaire auto, on rachète les franchises, on paye le malus, on paye le stage si on perd les points, les choses volées dans la voiture, etc. Et puis on a complété nos contenus récemment, avec ce virage qu'on a pris avec le club, avec des prestations qui ne dépendent pas d'un aléa, mais qui simplifient au quotidien la vie des automobilistes et qui leur font faire des économies. On a un enjeu, c'est qu'il y a 5 applications qui sont renouvelées quand on change de téléphone. On veut en faire partie. On a aujourd'hui 800 000 membres payants qui utilisent notre application au quotidien dans l'utilisation de leur voiture. Ils achètent du télépéage, des restaurants, des hôtels, ils font des économies tous les jours, on leur fait gagner du temps, on leur simplifie la vie, ils nous appellent, ils utilisent nos applis. On a beaucoup de partenariats avec des startups de l'environnement automobile pour justement trouver tous les jours autour des parkings, tout ce qui permet de garder le lien, non pas tous les ans parce que c'est pas assez, mais tous les jours, nous intéresse. Et en fait, notre ambition, c'est que tous les jours, on nous utilise pour s'assurer que tous les ans, on retourne chez son distributeur pour que tous les 2, 3, 4 ans, on retourne bien dans sa marque pour renouveler le véhicule. On est un outil de fidélisation au service des distributeurs et des marques, mais pour ça, on ne peut pas se contenter de les voir une fois par an, ça ne suffit pas. Et alors, comment vous vous intégrez dans la politique de la commerciale d'une marque, par exemple si on prend chez Renault, comment vous participez à la fidélisation d'une marque Notre job à nous, ce n'est pas la fidélisation à la marque, c'est plus indirect, c'est la fidélisation au distributeur. Si on vous vole votre voiture, on va vous faire un chèque à condition de racheter une voiture chez ce distributeur. Si vous avez un accident, votre franchise et votre malus sera pris en charge pour des réparations réalisées chez le distributeur. Les bons plans du club pour tout ce qui touche à la voiture sont des bons plans qui sont proposés et mis à jour par le distributeur. Donc notre job à nous, vis-à-vis de la marque, il est indirect. Mais si on fidélise le client à son distributeur Renault, il y a de grandes chances que la prochaine voiture qui sera vendue soit bien une Renault. Que donnent vos statistiques donc, depuis la mise en place de ce programme en termes de fidélisation? Est-ce que quelles données vous suivez et qu'est-ce qu'elles disent? On a déjà un premier indicateur qui nous intéresse. Le deuxième va suivre parce qu'on y travaille. C'est la carrosserie.
Une fidélité moyenne à la carrosserie d'une marque, c'est 40%. Les membres du club doublent cette stat. On a 8 réparations sur 10 qui sont réalisées, carrosserie, qui sont réalisées dans le réseau de nos distributeurs. Et donc, parce qu'on les oriente en priorité là où ils ont acheté la voiture, si le client n'est pas à Marseille alors qu'il a un pet à Lille, ça se passe toujours chez le distributeur qui a vendu. Ce qui nous interpelle en ce moment, c'est après l'assaut des assureurs qui ont cherché à faire réparer en cas d'accident les voitures à l'extérieur, il y a vraiment une lutte dans laquelle on a un rôle à jouer, nous, entre un assureur qui cherche un réparateur indépendant avec qui il a négocié à pas cher et un concessionnaire qui peut très bien faire le boulot si on lui laisse la possibilité de le faire. Et donc pour ça, on s'interpose et on s'est toujours interposé dans ce combat pour être du côté du distributeur. Aujourd'hui, il y a la même chose qui est en train de se profiler sur la question de l'entretien, puisque communique en ce moment un nouveau réseau dont je ne citerai pas le nom, qui nous explique qu'on peut faire entretenir sa voiture désormais chez cegarage-là.com, et cegarage-là.com vous permet de garder la garantie du constructeur. Je crois que l'enjeu, il est là parce que la relation pour la prochaine voiture, ils vont faire le boulot ou pas sur le marketing et sur le commerce pour avoir le bon modèle au bon moment. Mais la relation, elle se garde aussi entre les deux. Et notre capacité demain à apporter des solutions aux distributeurs pour lutter contre ces démarches-là, que ce soit les assureurs qui cherchent à récupérer la carrosserie ailleurs ou ces nouveaux réseaux d'entretien indépendants qui sont en train de se structurer, je crois qu'on a l'autre partie de la réponse qui se passe chez le distributeur. Il y a bien les deux, il y a la marque, il y a le distributeur. Et ce qui se passe chez le distributeur, c'est notamment la prévente. Comment, chez Renault, vous gérez ces différents strates de fidélité? Est-ce que c'est plus le réseau qui fidélise? Est-ce que c'est plus le produit? Est-ce que c'est plus la marque? Ou est-ce que tous comptent à égalité? À égalité, je ne sais pas, c'est un petit peu tout ça. Vous avez plusieurs types de clients. Vous avez des clients qui ont le coup de foudre pour une voiture. Ça peut arriver. Il y a des clients qui cherchent le prix. Donc ils sont à la recherche. Et puis vous avez des clients qu'on pourrait appeler normaux sur toute la durée. Dans ce que dit David, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que pour un constructeur, j'image, moi je préfère un client qui m'achète une voiture tous les 6 ans, que je finance, qui vient à l'entretien chez moi et que je répare chez moi, plutôt qu'un client qui change tous les 3 ans et qui me l'achète cash. Je fais gagner plus d'argent. Les clients qui tournent comme ça très vite, mais qui sont infidèles sur tout le reste de leur vie automobile, je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas, mais c'est aussi un calcul à faire, et c'est un calcul à faire dans ce qu'on investit aussi dans la fidélité. Alors la fidélité, oui, d'abord le client, il achète une voiture pour aller d'un point A à un point B dans certaines conditions. Ensuite, il faut que sa voiture, elle marche. Quand il a un problème, il faut qu'il ait un réseau. Tout ça, c'est un tout. Si vous avez la plus belle voiture, mais qu'après, passez-moi l'expression, mais pendant 6 ans, vous lui faites un service de merde, c'est pas dit qu'il revienne chez vous. Donc tout ça, c'est lié. C'est pour ça qu'il y a, dans toutes les enquêtes qui sont faites, oui, il y a le véhicule, la qualité du véhicule, le prix du véhicule, les raisons d'achat du véhicule. Et après, vous avez le réseau. Et c'est pour ça que, entre guillemets, on embête les réseaux pour avoir une qualité de service. D'abord, on veut à peu près la même qualité de service partout en France. Il n'y a pas de raison à ce qu'on soit meilleur dans le nord que dans le sud ou dans l'est que dans l'ouest. Et puis le client, il a droit à cette mobilité. Et on va de plus en plus vendre de la mobilité à un client. Mais tout ça, c'est lié. Et tout ça, ça se monitore, alors plus ou moins finement chez les constructeurs en fonction de votre poids sur le marché, des résultats que vous avez, de l'ancienneté que vous avez, tout. Mais ce n'est pas parce que vous avez plus de parcs que le résultat est garanti demain matin. Mais quand même, même si je comprends que la durée... Enfin, le fait qu'on ne voit pas souvent son client quand on a un constructeur explique qu'il n'y ait pas de grands programmes de fidélité comme on a sur l'aérien ou on a des programmes de fidélité qui finalement sont sur un bien qui est aussi engageant, aussi cher, qui sont assez pauvres, on va dire, ou voire qui n'existent pas. Comment ça se fait? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui quand même se dire que j'ai une Renault, même si elle est d'occasion,
on me reconnaît pas, quoi. Si, on vous reconnaît. Alors, je vais m'opposer un peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, on essaie de transformer un peu, c'est-à-dire qu'on essaye maintenant d'avoir un petit peu, d'identifier monsieur ou madame Michu et pas le numéro de VIN d'une voiture. Parce que traiter un client à partir du numéro de VIN, oui. Bon, pour les études stats, c'est pratique. Pour nous, c'est moins pratique. On suit tout ça. Maintenant, on a des programmes marketing, c'est-à-dire qu'un client qui va rester 6 ans chez nous, on va lui parler tout au long de sa durée de vie. Mais il n'y a pas que nous qui lui parlons. Enfin, on y viendra peut-être tout à l'heure. La fidélité d'un client qui achète au comptant, c'est X. La fidélité d'un client qui achète au comptant par mon petit camarade, c'est X plus quelque chose. Et celui qui va acheter par la captive d'un constructeur, quelle qu'elle soit, normalement, si elle fait bien son boulot, c'est X plus plus. Et eux, ils parlent au client tous les mois parce qu'ils prélèvent le client tous les mois. Donc tout ça, c'est des programmes de marketing, c'est des programmes de parcours client qui sont croisés. Le tout, c'est qu'après, ça s'organise parce qu'il faut éviter de parler 10 fois au client au mois de juin de la 3e année. Et puis après, vous ne lui parlez plus pendant un an. Donc tout ça, c'est de lui parler. Et puis vous lui parlez une fois pour la prévente, une fois pour le renouvellement de la voiture. Une autre fois, vous lui proposez une offre d'assurance. Vous parlez tout le long, mais ça s'organise quand même tout au long d'un parcours client. Et alors, juste, la réponse que j'avais faite sur la privacy, le respect des données personnelles, c'était pour le fichier SIV. Évidemment, vos clients, vous les adressez autant que vous voulez, sans restriction. Mais en fait, le traitement de la donnée n'est pas forcément facile pour nous, parce que quand c'est chez un de nos copains partenaires financiers qui, lui, est soumis à d'autres règles que les nôtres, c'est pas très facile quand même. Hein. Je repose, ou je me permets de reformuler la question. Est-ce que, mais ça a pu m'échapper, mais il me semble ne jamais avoir vu un programme, cher monsieur, vous en êtes à votre 3e Renault, vous aurez 10% sur la suivante. Comme on l'a, alors tu as cité les compagnies... oui, dans l'aérien, les miles, voilà, on a des remises, non ? Oui, dans beaucoup d'autres domaines, vous avez X% au bout de... On le fait sur la prévente, pas sur la vente, parce que dans la vente, vous êtes quand même sur un marché qui est hyper concurrentiel. Et dans un marché hyper concurrentiel, votre latitude de faire plus à un client fidèle, elle est quand même très tenue. Et en plus, c'est le cas d'un certain nombre de constructeurs, je pense, quand vous avez des budgets à un moment donné, même si vous savez qu'un client fidèle coûte moins cher à fidéliser qu'un, vous êtes quand même toujours beaucoup plus poussé à faire de la conquête que de la fidélisation. Alors, c'est pas très bien ce que je vous dis, mais dans les faits, c'est quand même souvent ce qui se passe. Souvent, vous allez plutôt aller chercher le client d'un petit camarade en partant du principe que le vôtre, il est quand même plutôt fidèle. Ouais, merci de votre franchise. Eric, je pense qu'il faut faire quand même attention, parce que la fidélisation, c'est pas seulement une question de prix. On ne fidélise pas seulement un client en lui faisant une remise de 10% parce qu'il achète sa 3e Renault. Vous l'avez très bien expliqué. Non, mais pour moi, c'est essentiel, parce que ça serait réducteur et trop facile. C'est beaucoup plus difficile, c'est la satisfaction du client pendant toute la durée de vie de son expérience client. Et c'est pas forcément avec des remises qu'on les fidélise. J'en sais quelque chose, ça fait 10 ans que je travaille avec toi. Et si je pouvais me permettre, puisqu'on citait Air France et les miles, je pense que la fidélité aux constructeurs automobiles est supérieure à la fidélité des gens qui prennent l'avion à Air France. Mais bon, c'est un a priori. La qualité du service aussi. Mais alors, est-ce que je reviens vers vous sur le nombre de points de contact qu'on a par an avec un client. Aujourd'hui, par exemple, MyRenault, c'est un point de contact dans lequel vous allez faire ce que fait Identicar, c'est-à-dire que vous allez parler tous les jours aux clients. Est-ce que ça va vous permettre de monter un grand programme de fidélité sur l'utilisation de MyRenault pour avoir droit à des points pour ma prochaine Renault, par exemple? Oui, je vois que vous lisez bien les communiqués de presse, mais oui, c'est la. J'écris des papiers après les avoir lus, alors j'espère. De toute façon, comme dit David, si on fait un test là tous sur les smartphones, on a combien d'applis dans un smartphone? Il y en a des tonnes. Il y en a qui servent plus souvent que d'autres, et plus vous allez créer une appli dans laquelle vous allez pouvoir faire passer le plus de services pour vos clients, plus vous allez quelque part le fidéliser. Maintenant, c'est vrai que les apps, vous allez pouvoir regarder à l'avance par où vous allez passer, à quelle heure il faudrait quand c'est que vous allez faire votre révision, programmer votre révision. Aujourd'hui, si vous allez en après-vente, au moins chez nous, vous pouvez faire un devis en ligne, vous pouvez le payer, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez réserver une voiture en même temps. Et plus vous allez faire passer le client là-dedans, alors l'idéal, ça serait celui qui va trouver une appli qui gère 90% de la vie de l'utilisateur. Mais on est tous sur ces sujets-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est concurrent là-dessus, parce que vous passez, à un moment donné, vous avez des agrégateurs d'apps et vous pouvez passer de l'un à l'autre et des fois, vous en rendez même pas compte.
Alors aujourd'hui, Mais vous donc, avez des fournisseurs de mobilité. Vous avez des fournisseurs de mobilité, je ne vais pas citer les noms. Vous allez dessus, vous voyez, tiens, si tu veux partir en métro, tu tapes là. Tu veux une voiture, tu tapes là. Tu veux du covoiturage, tu tapes là. Et c'est pas un site qui fait tout. Hein. Ça renvoie chez Pierre-Paul Jacques. Hein. En ce qui nous concerne, puisque la question est de savoir si les deux démarches peuvent s'opposer. Quand on travaille avec une start-up qui fait du parking, on n'essaie pas de copier ce qu'elle fait ou de la concurrencer. On intègre effectivement la capacité de façon très fluide, parce qu'on a déjà le compte du client, on a ses données bancaires, on a tout, d'aller utiliser ses services. Et demain, avec les grandes marques clés avec lesquelles on interagit, on sera amené à s'envoyer les clients. Je ne pense pas qu'il faille, et c'est parfois un sujet qui a opposé les réseaux et leurs constructeurs, alors qu'en réalité, ça ne marche que quand on travaille ensemble ces sujets-là. Non, mais on est bien d'accord, ouais. vous avez un intérêt commun. Vous avez, Bien les sûr. distributeurs Renault sont vos partenaires communs. Donc, l'idée, c'est pas de les opposer, mais c'est comment tous ces outils, aujourd'hui, peuvent permettre d'améliorer peut-être la satisfaction pour améliorer la fidélité. Comment vous allez... Comment vous voyez l'avenir ensemble plus directement, plus concrètement? L'avenir, il passe beaucoup avec la voiture connectée dans les 2-3 ans qui viennent. Vous allez avoir une révolution. Probablement que je vais parodier mon chef. Hein, probablement que la voiture, dans les 5 ou 10 ans qui viennent, elle va progresser plus que dans le siècle passé. De par la voiture connectée, la voiture autonome, un certain nombre de choses. Et plus vous pourrez passer tout par le smart... Finalement, un client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dans sa voiture, chez Renault, c'est Airlink, chez d'autres, ce qu'il veut retrouver, c'est en gros la configuration de son smartphone. Il s'est installé, il a passé du temps pour s'installer dans son smartphone ce qu'il veut. Il veut tout bêtement le retrouver dans sa voiture et par là, il veut tout gérer. Demain, il a envie de dicter un mail. Il n'a pas envie de faire comme on fait tous au feu rouge, sur le machin, en regardant s'il n'y a pas un flic à droite ou à gauche. Il a envie quelque part d'appuyer sur un bouton et de dire mail à David. Bonjour David, est-ce que tu peux m'envoyer je ne sais pas trop quoi. Tout ça, ça va arriver. Et tout ça, ça va passer par un apps. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les données, elles sont là pour tout le monde. C'est comme un client. Je suis d'accord avec la réponse. On ne va pas se battre sur le client, il appartient au constructeur ou il appartient au réseau. Le client, il appartient à lui-même. Après, c'est celui qui va le mieux traiter là-dedans. Et entre un constructeur, son réseau et ses partenaires, comment on s'organise pour que ce soit organisé et pas une cacophonie. Et là, c'est là qu'il faut vraiment dessiner le parcours client et qu'il faut amener un service tout au long de la vie de l'automobiliste. Et c'est ce qui va générer la fidélité. Parce que si j'ai juste, ce que je dis des fois à mon réseau de distribution, si c'est juste pour faire 10%, machin truc, et vous savez, c'est pas compliqué, je ferme tout le réseau, je mets un distributeur sur les Champs-Élysées, je dis voilà, vous venez là et vous avez 10 points de plus que dans le réseau, mettez votre carte bleue, on n'en parle plus. Hein. Grosso modo, c'est pas compliqué à faire, mais ça marche pas comme ça. Quand vous avez une voiture, vous la gardez 6 ans. Pendant 6 ans, il se passe des choses. Et pendant 6 ans, on a besoin de la plus-value du réseau. Et c'est pour ça que souvent, les réseaux constructeurs dans leur pays domestique, qui sont beaucoup plus capillaires, ils font les pénétrations. Vous voyez aujourd'hui, si Renault fait 27 et le groupe PSA fait 29, c'est pas qu'un hasard, c'est pas lié qu'au produit. Parce que finalement, le produit, vous avez le même en Allemagne. Vous avez le même en Italie, vous avez le même en Espagne. Et le constructeur domestique ne fait jamais à l'extérieur ce qu'il fait, enfin le plus souvent ne fait pas à l'extérieur ce qu'il fait à domicile. Donc c'est que le réseau vaut quelque chose, il faut faire attention à, oui, le digital, etc. Mais pour l'instant, on vend encore par rapport à un réseau qui délivre un service pendant 6 ans. Et c'est ça qui fait en grande partie la fidélité. Si c'est pas, il faut que ce soit un peu organisé et de qualité. Et dans le temps, là, Eric nous a montré des données statistiques. Comment évolue dans le temps la fidélisation On l'a vu, hein, plus c'est vieux, plus c'est fidèle. Alors à partir de non, là... quand je dis dans le temps, c'est il y a 10 ans, comment était la fidélité à la marque Renault, comment elle est aujourd'hui? Elle était beaucoup plus forte il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Il y avait déjà moins de constructeurs en France il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de concurrence. À partir de là, ce que va nous amener ce genre de traitement statistique, c'est que si on regarde ça, on pourrait en tirer finalement une conclusion hâtive. Je vais aller mettre mes showrooms à la sortie des maisons de retraite et ça va bien se passer. Bon, sauf qu'un jour, on va tous mourir ensemble. Donc à partir de là, il va falloir inventer le parcours client, l'expérience client, qui fait que, entre guillemets, mes moins fidèles et qui sont jeunes, je vais leur adresser des offres, je vais leur adresser un certain nombre de choses pour justement au moins garder cette fidélité, voire avoir tendance à l'augmenter. Vous savez, pour ma génération, quand vous rentriez chez un employeur, en général, vous faisiez 1 ou 2 employeurs dans votre vie. Maintenant, un jeune qui rentre dans une boutique, au bout de 4-5 ans, il dit « Bon, tiens, il y a mes communs qui me demandent tous, tiens, pourquoi tu n'as pas changé de boulot ?»
avec les voitures, c'est pareil. Ça va zapper, ça fait partie des nouvelles générations. Alors, on peut le regretter. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. À nous de nous adapter, de savoir envoyer l'offre au bon moment. Envoyer l'offre au bon moment, c'est pas envoyer tous les mois une offre sur le VN, la prévente, la carrosserie, la réparation. C'est taper au bon moment. Golden moment. Est-ce que vos statistiques internes confirment le fait Renault plus fidèle que Dacia? Moi, d'extérieur, Dacia a vraiment créé une communauté. Alors, finalement, ça fidélise pas plus que ça. Alors, je vais porter un jugement qui va être vérifié, j'espère, dans quelques années. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il a raison. Par contre, Dacia, c'est une marque qui a 11 ou 12 ans en France. Donc, à mon avis, la fidélité à Dacia pourrait être supérieure à celle de Renault dans quelques années. Mais c'est encore jeune, donc on commence à avoir du renouvellement dans la gamme. Mais c'est des voitures que vous gardez peut-être un petit peu plus, avec des cycles de vie qui sont différentes. Je veux dire, vous avez des gens aujourd'hui dans les premiums qui changent de voiture tous les ans parce que vous êtes dans le quartier, le notaire il a changé, bah vous il faut que vous changiez aussi. Dacia, c'est une autre façon d'être, ça s'est installé. Alors ça revient peut-être au cycle économique. Aujourd'hui, on est dans des années, les 30 glorieuses, c'est fini. Hein, on garde sa voiture un petit peu plus longtemps. Quand on achète une voiture, ça commence à coûter de l'argent. Donc on regarde un petit peu, pour 20 ou 25 000 euros, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est un achat un petit peu plus raisonné. Vous aurez des comportements de fidélisation qui sont différents. Mais effectivement, on a créé une communauté Dacia qui vit... Aujourd'hui, on a un système qui s'appelle les ambassadeurs Dacia. C'est-à-dire que vous avez des clients qui sont prêts à expliquer à leurs voisins dans la même rue tous les avantages qu'ils tirent de leur voiture. Moi, j'adore les portières ouvertes. Je trouve ça génial. Mais ça, vous pouvez le faire avec Dacia. Par contre, si je voulais le faire avec Renault, c'est plus compliqué quand même. Hein. Je ne sais pas si j'y arriverai. Christophe, le rôle, tout le monde sait qu'un crédit, ça fidélise mieux. Que donnent vos statistiques et quels sont les points clés qui font que le crédit fidélise? Alors, le crédit fidélise plus, c'est Philippe qui le dit, je le crois. Alors oui, il fidélise plus parce que, comme le disait Philippe, on a un lien avec le client tous les mois. Et surtout, on a une évolution, pour reprendre l'expression d'Eric sur le Golden Moment, c'est qu'on suit l'évolution de la valeur du client et on sait finalement dire quand est-ce que c'est opportun que le client renouvelle son véhicule. Et donc ça, c'est des données finalement que nous sommes les seuls nous financières à avoir, qu'on soit captive ou indépendant, et c'est sans valeur parce que tellement ça a de valeur, c'est sans valeur. On sait déterminer ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix évidemment, et on sait déterminer à quel moment idéalement le client doit renouveler son véhicule. Sincèrement, c'est un moment clé qu'il faut pas rater. Alors est-ce que les distributeurs le ratent ou pas? De moins en moins. Parce que je pense qu'ils ont compris que ça avait de la valeur, justement. On voit par exemple que l'anticipation des renouvellements, les contrats sont de plus en plus renouvelés avant leur échéance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs travaillent leur portefeuille. Ça veut dire aussi que les financiers font bien leur boulot et donnent bien les informations il est fétichiste. Et donnent bien les informations aux vendeurs. Pas des choses comme ça. Il donne bien les informations au vendeur et du coup, le vendeur peut travailler son fonds de commerce, relancer son client au moment opportun. Ça, c'est très important pour les réseaux parce que ce qui compte, c'est d'avoir l'info sur le client au bon moment. On va faire simple. Ce qui compte pour nous, c'est aussi de savoir qu'on est capable de proposer à monsieur Michu, qui a pris une voiture pour 200 € par mois. À tel moment, on sait que ce qui reste à payer sur son contrat de financement, c'est 5 000 €. Qu'on est capable de reprendre cette voiture 6 ou 7 000 €, de générer un apport comptant et avec les offres, de lui dire pour 200 €, tu restes pour 200 €, mais tu laisses ta poubelle d'il y a 4 ans et tu repars avec une neuve tout de suite, on se tape dans la main, on n'en parle plus. Ça, c'est super important, mais c'est super important d'avoir l'info au bon moment. Parce que vous pouvez, si vous avez l'info au mauvais moment, c'est-à-dire que là, par contre, il vous ramène une voiture à 5 000 et vous la reprenez 3 000, c'est-à-dire vous lui dites, mon ami, c'est plus 200, c'est 240 €, mais en plus, il faut que tu mettes 2 000 au pot. Ça ne le fait pas. Et c'est là où on a besoin d'eux pour avoir ce qu'il appelle le golden moment, c'est d'avoir le moment où la valeur de reprise du contrat est inférieure à la valeur marché, pour ne pas employer un autre mot de journal, la valeur marché du véhicule. Il y a un point qui m'échappe, mais si je suis seul, tant pis pour moi, mais pourquoi est-ce qu'il faut l'information de cet LM? Vous avez l'âge du véhicule, vous avez sa valeur,
le terme que vous n'avez pas, enfin, la valeur résiduelle, vous pouvez l'avoir aussi. Votre client, vous pouvez très bien lui dire quand est-ce qu'il a intérêt. Alors, je vais vous faire simple. S'il a pris la voiture chez ma captive préférée, je sais qu'il m'a acheté une voiture à 20 000, qu'il a pris 10 000 de financement, je peux le simuler. S'il l'a pris chez CTLM, je ne sais pas combien il a pris de financement. Il ne donne pas l'info. Ah non. D'accord. Tu la demandes pas. Oui, enfin, même si je l'ai demandé, c'est pas complètement dit qu'il me la donnerait. Et après, peut-être qu'il y a deal On va là. laisser se débrouiller. Et après, il ne faut pas oublier qu'en France, on voit un certain nombre de voitures financées, mais qu'après, le client qui ne va pas chez CTLM, mais qui va directement à la BNP et qui lui fait un prêt personnel, ça, pour moi, c'est complètement transparent. Oui, Je peux le subodorer, mais une fois que j'ai dit ça... Le non affecté. Voilà. Donc tout ça, il faut avoir l'info au bon moment, et c'est là où, on le voit dans l'automobile, le lead d'un établissement financier, il vaut 3 ou 4 fois le lead qu'on peut avoir sur d'autres sites ou dans d'autres moyens, parce qu'il est pile poil. Et l'établissement financier, s'il vous donne le lead en vous disant c'est le bon moment, il va vous le donner aussi sur le client qui le paye. Ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez penser qu'il va accepter le contrat. Ouais. Parce que si le client est au contentieux, il ne va pas forcément nous dire tiens, va lui changer sa voiture et m'en mettre une plus grosse. Ouais. Je comprends. Et après, En chiffres, ça donne quoi On peut dire que 70% des clients renouvellent avec un dossier de financement. D'accord, chez CTLM. À la DIAC, vos souvenirs? Les souvenirs, si j'image, vous avez un client qui achète comptant, il a une certaine fidélité. Quand il va vous prendre un crédit, vous allez gagner 5 ou 6 points de plus. Quand il va vous prendre une offre locative, vous allez gagner encore 5 ou 6 points de plus. Et si vous le faites avec la filiale du groupe, vous gagnez encore 5 ou 6 points de plus. Tout ça, ça s'additionne. Donc, vous voyez qu'un client qui prend une formule locative, c'est déjà pas le même qu'un client qui prend du cash. Pour plein de raisons. Les chiffres, vous le montrez effectivement dans un instant. Moi, je voulais vous poser une autre question. Alors, toujours le coup d'avance, les smart data, les data science permettent de faire, je reviens au golden moment, qui peut être calculé sur l'optimisation de la gestion, l'arbitrage sur la valeur de sa voiture. Mais ce qui détermine un golden moment aussi, c'est des phénomènes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la voiture. Et ça, j'ai un nouveau job, j'ai un enfant qui arrive à la maison, je déménage. Et nous, on capte ces informations maintenant et on commence à modifier nos lois de renouvellement avec ces informations. Vous arrivez à les utiliser et à adresser plus précisément? Un constructeur, non, parce qu'on ne les a pas directement. Lui, il les a des fois un petit peu plus parce que vous parlez plus avec votre établissement financier. Et vous avez aujourd'hui des gens qui vous vendent de l'enrichissement de données. C'est comme ça qu'on l'aura. Par contre, après, sur tous les échanges de données avec la CNIL, etc., ça ne facilite pas la vie au quotidien quand même. Hein. Et puis c'est moi qui vais en prison dans ce cas-là, donc on fait quand même attention. Le prestataire peut y aller aussi, on fait attention. Mais c'est là où justement les logiques de partenariat peuvent jouer, parce que nous qui assurons ce genre d'événements et qui accompagnons ce genre d'événements, en tant que club automobile, on n'est pas attaché à une marque. Et pour le coup, on peut exploiter ces données-là, on peut en faire quelque chose. Et ça, on ne va pas les vendre aux constructeurs, mais dans le cadre de ce qu'on fait avec les distributeurs, on a la possibilité, d'abord on le sait, et puis on a la possibilité de pousser à ce moment-là la relation avec le distributeur. C'est important ce que dit David, parce qu'un assureur qui a derrière passé un contrat avec un assisteur, le client a un problème, il y a eu un accident. Si l'assisteur rapatrie la voiture autant que possible chez le distributeur qui a vendu la voiture, ça veut dire que vous avez l'info, ça vaut déjà beaucoup. Sur un malentendu, vous faites les réparations. Et sur un autre malentendu, vous pouvez reprendre sa voiture et lui en vendre une neuve. Donc c'est tout ça où nos business sont croisés et on a tout intérêt à se servir de toutes les informations qu'on peut récolter. Et vous en avez qui sont mieux placés que les constructeurs. Un assureur, il va le savoir avant nous. Et on a les événements malheureux, mais on a aussi les événements heureux. Un assureur, il peut aussi accompagner justement une naissance, un changement de job. Je perds mon job, donc on va prendre en charge quelque chose. J'ai une naissance, on va prendre en charge autre chose. Et si ces événements-là, on les accompagne, non seulement on rend un service au client final, parce qu'il ne faut pas oublier que la première des choses qu'il regardera, c'est de savoir si ce qu'on lui a vendu, ça lui a servi à quelque chose et s'il nous apprécie. Mais la deuxième, c'est que évidemment, ces données-là, on va pouvoir en faire quelque chose. Alors, comment vous mesurez le résultat de tout ça, l'intérêt de tout ce programme de fidélisation? Vous suivez des ratios par affaire? Comment vous arrivez à concrètement dire, voilà, moi j'apporte 5, 10, 15 points?
La première réponse que je peux vous faire, c'est qu'on vient d'un métier très cynique où on vendait des trucs qui ne servaient pas à grand-chose et qui étaient surtout là pour enrichir les distributeurs et notre entreprise, mais on ne rendait pas un gros service au client final il y a 10 ans. On ne va pas se raconter l'histoire, le gravage, ça n'apportait pas une énorme valeur ajoutée. À cette époque-là, sur un malentendu, on renouvelait un petit peu, et donc il y a 10 ans, la durée moyenne de vie d'un client chez nous, c'était 1,2 ans. C'est-à-dire qu'il y avait la première année qui était vendue en concession, et quand même, sur un malentendu, on n'était pas si mauvais que ça. On vendait 0,2 années de renouvellement. Aujourd'hui, 10 ans après, notre portefeuille, il a 3,4 ans. Donc ça veut dire que la durée moyenne de la relation avec nos clients, on vient d'un an. Donc c'est une moyenne. Hein. Aujourd'hui, c'est 3,4. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on commence à rentrer dans le moment clé, qui est le moment des premiers renouvellements. Du renouvellement, d'accord. Et qui est le moment également où les clients sortent des réseaux pour les réparations, parce que la garantie constructeur, en général, après 2-3 ans, ça se termine, sauf quelques exotiques. Donc cette durée-là, elle nous intéresse beaucoup parce que, évidemment, c'est la clé de notre action. La deuxième, c'est le montant des réparations par abonné. Nous, on suit du chiffre d'affaires après-vente par abonné, parce que la promesse qu'on fait à nos distributeurs, c'est plus seulement de gagner leur vie sur la vente de nos produits, mais c'est aussi de remplir leur après-vente. Et sur cette même période, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires généré par abonné sur les ateliers de nos distributeurs. Donc ça, c'est des éléments tangibles qu'on surveille. C'est un chiffre 2016 sur 2000... Sur 2006, oui. Sur 2006, 10 ans. Ouais. D'accord. Donc, comme le club a été créé en 2000... C'est du 17 sur 7. Donc, comme votre club est récent, finalement, 2015, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, finalement, 3 ans, 4, ça suit la création, on peut dire, du club. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce que effectivement, on a créé en 2015 le club et on a, sur l'année 2015, basculé tout notre portefeuille ancien en membres du club. On l'a proposé. Donc en réalité, il y a les nouvelles souscriptions, il y a les renouvellements qui ont été transformés. Donc, et puis avant de faire le club, on n'avait pas non plus fait n'importe quoi. On était déjà sur une tendance qui consistait à apporter de plus en plus de services véritablement utilisés. Donc c'est bien une tendance lourde. Elle s'est accélérée ces dernières années. Cette photo à 3.4, c'est qu'une photo, et elle est le fruit des anciens clients qui nous voient toujours un peu comme certains professionnels du secteur, et des nouveaux qui sont complètement dans la logique du club. Donc 3.4, c'est une moyenne. On tend vers 5-6, je pense, à 4-5 ans. Est-ce que vous avez déjà donc, pu analyser des renouvellements ou pas La grosse différence, c'est que la grosse différence avec avant, c'est qu'avant, on renouvelait des gens qui avaient eu un problème et qui avaient donc eu l'occasion de nous utiliser. Et voilà. Et donc, forcément, ceux-là étaient convaincus de l'intérêt du dispositif. Ce qui a changé dans le profil de nos adhérents et de nos renouvelants, c'est que les adhérents, quand on les appelle en appel de bienvenue, tous nos nouveaux adhérents sont appelés. Il y a 5 ans, découvraient qu'ils avaient acheté un truc. Aujourd'hui, ils l'ont acheté. Ils savent ce qu'ils ont acheté. Ils savent pourquoi. Donc, on n'est plus dans la pédagogie, on est dans la confirmation, les explications complémentaires. Donc il y a déjà une énorme évolution au moment de la souscription. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas seulement là en cas de coup dur, mais on est présent dans le quotidien de nos membres, les renouvelants, on a des renouvelants de tous horizons qui n'ont pas forcément eu un sinistre la première année. Christophe, ça ne donne pas des idées tous ces services nouveaux qu'on pourrait aussi mettre dans un crédit. Finalement, le client, comme le disait il a envie Philippe, qu'on l'aime. Bien sûr. On a beaucoup d'amour pour nos clients à lui donner. Évidemment qu'on réfléchit à enrichir un peu la palette. Je pense que le principal risque pour les réseaux en matière de fidélisation, c'est un peu ce que disait David tout à l'heure quand il faisait le parallèle sur la carrosserie. Le risque, c'est la désintermédiation. C'est finalement que les réseaux puissent perdre la relation d'une façon ou d'une autre avec leurs clients. Donc la galaxie de services à inventer pour ramener le client au point de vente, ce qui est notre préoccupation majeure, elle est autour de ça. C'est comment on fait pour créer de la valeur pour le client final, tout en évitant
la tentation de la désintermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont sur le marché. On peut imaginer qu'il y a des acteurs qui vont arriver demain, après-demain avec des nouveaux modèles et qui vont tenter de s'accaparer tout ou partie du business, de la chaîne de valeur. Si on veut éviter ça, il faut absolument créer de la valeur pour le client final et créer des services pour le laisser sur le point de vente. Une fois qu'on a dit ça, on a posé le cadre. On a posé le cadre et le champ des possibles est immense parce qu'on peut imaginer effectivement plein de nouveaux services. Il y en a qui pointent sur le marché. Il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Voilà, je pense qu'il faut s'intéresser à tout ce qui est évolution de la consommation automobile en général, de la mobilité. C'est des sujets qui vont évidemment nous animer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, avec du crédit, on vend quoi? De l'entretien, de l'assurance? Alors, on vend de l'entretien. C'est plutôt... c'est un produit fidélisant, en principe. C'est très fidélisant. C'est générateur de chiffre d'affaires pour le point de vente. Et en plus, c'est fidélisant. Parce que, comme le disait Philippe, ça met quand même un fil à la patte au client et ça l'oblige à revenir dans son atelier. Nous, on a une offre qui cartonne en ce moment où on offre l'extension de garantie et l'entretien pour la même mensualité. Évidemment, c'est très fortement souscrit. 90%. C'est zéro ? C'est zéro. C'est 249 € avec l'entretien ou 249 € sans l'entretien. Qu'est-ce que tu choisis ? Je prends l'entretien. Eh bien, bravo. Tu as gagné. Donc, évidemment, ça cartonne. Le taux d'équipement est très fort. Et au-delà de ça, notre enjeu, il est vraiment sur la fidélisation, sur le renouvellement, le fait de ramener les clients dans les ateliers. C'est générateur de chiffre d'affaires pour les concessionnaires, de rentabilité et évidemment de fidélisation. C'est le produit, je pense, le plus fidélisant. Et en plus, quand on parle ça ne peut pas durer, zéro. Se dire qu'il y a une grosse marge sur le crédit, quoi. Non, ça va, ça vient, tu sais. En plus, pour déterminer le mot, je reviens sur le fameux golden moment, qui est un mot qu'on aime bien chez nous. C'est attacher un contrat d'entretien à un financement, c'est évidemment se donner des arguments supplémentaires pour bien déterminer le golden moment. Parce qu'il faut qu'on ait de la visibilité sur le kilométrage parcouru du client, il faut qu'on ait de la visibilité sur la façon dont il a fait son entretien. Évidemment, c'est déterminant pour estimer la valeur à laquelle on est capable de reprendre son véhicule. Et ça fait vendre du crédit aussi. Accessoirement, ça augmente la production. Absolument, c'est vertueux. C'est le cycle vertueux. Ça date de quand, cette offre que j'ai pas vue passer? Ça date, ça, un an. Non. Nous, on ne sort pas forcément avec tambour et trompette chaque fois qu'on sort une nouveauté. Ce qui compte, c'est que ça se voit dans les chiffres. Ouais, d'accord. Et alors, ça donne quoi dans les chiffres en fidélisation? On ne sait pas encore. Non, c'est un peu tôt. On va rentrer là, les premiers clients qui vont venir justement en après-vente. Les premières générations vont venir en après-vente. Et on ne manquera pas évidemment de calculer quelle est la valeur générée par ces clients pour les concessionnaires. Parce que souvent, on a tendance à regarder quand on se bat finalement sur des sujets de rémunération, parce que les concessionnaires ne travaillent pas avec nous que parce que nous sommes sympathiques. Ils veulent aussi de l'argent, des commissions. Et la commission, elle ne se génère pas forcément, et la valeur, elle ne se génère pas uniquement au moment où on met en place le dossier. Il y a tout un cycle de vie du client pendant lequel on va générer de la valeur. C'est important qu'on puisse montrer et chiffrer quelle est la valeur générée par un client. La démarche qui est intéressante dans la démarche qu'a montré Eric tout à l'heure, c'est qu'on suit un client et plus un véhicule. Je pense que c'est ça qui est aussi un peu disruptif finalement par rapport aux habitudes qu'on peut avoir. On avait l'habitude de suivre un châssis, de voir quand est-ce qu'il était vendu, quand est-ce qu'il était muté. Là, au lieu de regarder les choses en vertical, on va les regarder en horizontal. C'est exactement la démarche dans laquelle on s'inscrit. Et ça ne fait pas toujours les affaires du constructeur, la progression des indépendants? Pourquoi ? Il faut du boulot pour tout le monde. Et du moment qu'ils me ramènent mes clients dans mes ateliers, c'est mieux. Parce qu'un client qui achète une voiture quelle qu'elle soit, quand elle est entretenue dans le réseau de marques, ça vaut quand même aussi quelque chose. Et aujourd'hui, les indépendants ramènent dans les réseaux de marques. Ils ramènent ses clients Renault chez Renault, ses Peugeot chez Peugeot, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a des accords entre nous. Et pour un constructeur, c'est important, parce que quand vous démarrez
l'année au 1er janvier. C'est la grosse différence entre un établissement financier et un constructeur. Eux, ils travaillent sur des encours en moyenne de 3 ans. Donc quand il ouvre son bureau le 1er janvier, il sait à peu près les 2 tiers du résultat qu'il va faire sur l'année. Moi, le 2 janvier, 0. C'est pas le même stress, hein. Je démarre à 0. Par contre, quand il y a des portefeuilles comme ça de contrats d'entretien, je sais que potentiellement, j'ai 100 000 contrats d'entretien qui vont me générer tant d'heures sur l'année, tant de chiffre d'affaires pièces, etc. Et ça, pour un constructeur, ça a de la valeur. Il faut que ce soit bien exploité sur le terrain. C'est là aussi que ça se joue, en fait. C'est clair que si le vendeur, la concession d'une façon générale ne relance pas son client, s'il n'est pas venu, par exemple, faire son contrat d'entretien, c'est gâché, évidemment. C'est une opportunité de gâcher. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Bah, si, ça existe encore. Ça a tendance à la marge, j'espère, ouais. Parce qu'il faut quand même être bête. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, si, il y en aurait un autre, mais un peu plus brutal. Pour un distributeur, quand il sait que vous avez un contrat d'entretien qui est payé, c'est-à-dire que s'il fait l'opération, c'est gratuit pour le client. Donc, le client, il a tout intérêt à la faire. Donc, si je ne l'appelle pas pour lui dire « N'oublie pas, tu as ton contrat d'entretien et viens chez moi », vaut mieux qu'il change de métier. On va bientôt conclure. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans nos questions. On avait une question sur l'autopartage, le covoiturage. Est-ce que tous ces nouveaux comportements vont... M. Bureau s'en a parlé quand il a parlé des services et de la multiplication aussi des vecteurs de données. Il y avait cette question. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, je suis content qu'on ait parlé du poids de la distribution versus le produit. Et quand on en a parlé, je me suis posé la question que penser de la concentration des réseaux. On est d'accord pour dire qu'il y a plutôt une concentration des réseaux aujourd'hui. Et vous l'avez dit, j'en suis évidemment d'accord, que la proximité, la capillarité, c'était votre mot, mais j'en déduis proximité fait la fidélité. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer là, parce qu'il y a des marques qui vont avoir des réseaux bien insuffisants pour tenir leur fidélité. Donc on aura aussi concentration des parts de marché, disparition de marques. Pardon pour le raisonnement limite. Je sais pas, mais aux marques qui arrivent en France, à savoir implanter le réseau qui va avec. Si vous voulez faire en ambition 0,5 de part de marché, peut-être qu'un concessionnaire à Paris, Lyon, Marseille, ça peut suffire. Si vous voulez faire 2, 3, 4 points du marché, il va quand même falloir que vous en mettiez un peu plus, et puis que vous mettiez des showrooms, et que vous mettiez aussi des gens capables de réparer, etc. Mais tout le monde veut venir dans le marché de l'automobile parce que c'est un point d'appel. Tous les supermarchés, les hyper aujourd'hui rêveraient d'avoir des voitures à vendre. Parce que c'est pas pour gagner de l'argent dessus, ils gagnent rien du tout sur l'auto par rapport au reste. Par contre, le client, ils savent qu'un client qui reste dans un supermarché 5 minutes de plus parce qu'il regarde la voiture, il va consommer tant d'euros de plus. Donc c'est aussi ce qui fait que les constructeurs domestiques sont plus forts quand ils jouent à domicile.